Le souffle énorme d'un cachalot, là, juste à côté. Le cri d'une vigie perchée. L'eau qui mousse sous les rames. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire intense. La chasse à la balénation, au Portugal. Oui, une aventure maritime qui a vraiment marqué les Açores, Madère aussi, et qui a même eu un petit épisode sur le continent. C'est ça. On va explorer ensemble cette épopée, ses origines, son apogée, et puis sa transformation radicale. Comprendre ce pan de l'histoire maritime portugaise. Tout à fait. Alors on commence où? Aux Açores, j'imagine. C'est un peu le berceau de tout ça. Oui, on peut dire ça. Bon, les toutes premières traces écrites, vers 1574, c'est pas encore la chasse organisée, hein. On parle surtout de baleines trouvées mortes, échouées. Une aubaine, quoi. D'accord. Et le vrai démarrage, alors, c'est quand? Le tournant, c'est vraiment le XVIIIe siècle. C'est là qu'arrivent les baleiniers américains, de New Bedford, de Nantucket. Ah, les fameux L. Exactement. Et ils amènent tout ça. Les techniques modernes, le harponnage depuis les bateaux, le système de repérage depuis les vigies sur la côte. Ça a dû tout changer pour les locaux. Complètement. C'est un vrai transfert de savoir-faire. Les Açoriens apprennent très vite, ils adoptent les méthodes. Et même des mots anglais entrent dans le vocabulaire local pour parler de tout ça. Fascinant. Et ensuite, ça s'industrialise un peu? Oui, vers 1850, on voit apparaître les armaçons baleareas. Ce sont de vraies compagnies de chasse locales et ils équipent les bottes baleeros. Ces fameux canots légers et rapides. C'est ça. Très agile avec 7 hommes à bord. Le mestre, le harpouneur, arpoador, le trancador qui donne le coup de grâce, et puis l'irameur. Et la première prise documentée, c'est... 1886 à Vélas, sur l'île de Saint-Georges, un cachalot. Et là, c'est parti pour quasiment un siècle d'activité économique majeure, surtout de mai à septembre. Le cachalot, donc. C'était lui la cible principale. Oh oui, principalement. Faut imaginer la bête, hein, jusqu'à 18 mètres de long. Hein. J'imagine. La chasse, c'était extrêmement risqué. J'imagine. Les vigies postées en hauteur repéraient le souffle, les espartos. Ils donnaient l'alerte et les bottes partaient à toute vitesse. Le combat pouvait durer des heures, c'était titanesque. La baleine blessée qui tire le bateau. Incroyable. Et une fois la prise ramenée à terre, qu'est-ce qu'on en faisait? Alors ça, c'est un point important. Rien n'était perdu. Absolument rien. L'huile, la zéité, c'était la ressource numéro 1. Pour l'éclairage, l'industrie, avant le pétrole, c'était vital. D'accord. La viande, elle, était transformée en farine pour nourrir les animaux. Et puis, les os, les dents, ça devenait des outils ou même des objets d'art sculptés, les fameux scrimshaws. Une logique d'utilisation totale. Cette chasse s'est ensuite étendue un peu, mais plus tard, c'est ça? Oui, à Madère, par exemple, ça ne commence vraiment qu'en 1941. Le savoir-faire est importé des Açores. On installe des usines de traitement, les trials, à Canissal notamment. Ah, Canisalca. C'est là qu'a été tourné Moby Dick, non? Une partie, en tout cas? Exactement. Petit fait amusant, John Huston y a tourné des scènes en 1955 avec les pêcheurs locaux, comme figurants, ou même pour manier les embarcations. Assez incroyable. Et sur le continent, il y a eu une tentative aussi. Oui, beaucoup moins connue. Près de Setúbal, dans l'estuaire du Sado. Ça a commencé dès 1924 avec une usine à Troya. Il y a eu un pic d'activité juste après la Seconde Guerre mondiale, entre 47 et 51. Ils ont capturé environ 600 cétacés. Quand même. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Non, ça a tourné court assez vite. Les baleines se sont faites plus rares dans le coin, et puis ce n'était sans doute pas assez rentable comparé aux Açores. Et ce déclin local annonce un déclin plus général, j'imagine. Tout à fait. Dans les années 60 et surtout 70, ça commence à décliner partout. Plusieurs raisons se combinent. D'abord, la raréfaction des cétacés, à cause de la surpêche à l'échelle mondiale, pas seulement portugaise. Logique. Ensuite, il y a la montée des mouvements de protection des baleines, une prise de conscience globale. Et enfin, la demande pour l'huile de baleine chute drastiquement. Elle est remplacée par d'autres huiles, végétales ou minérales. Sont assez proches. 1981, c'est la dernière chasse à Madère. Et 1987, le tout dernier cachalot harponné aux Açores, à Lagesse de Pico. Peu après, le Portugal interdit officiellement la chasse. La fin d'une ère, avec un impact écologique certain sur les populations de cétacés à l'époque. Oui, indéniablement. Mais ce qui est fascinant, c'est la suite. La reconversion. Ah oui, le fameux whale watching. Exactement. Dès les années 90, ça émerge aux Açores et à Madère. Et c'est là qu'on voit une transformation incroyable.
Les anciens baleiniers, avec leur connaissance parfaite de la mer, des habitudes des cétacés, Deviennent guides pour les touristes. précisément, et les vigies, qui servaient à repérer les proies, servent maintenant à repérer les baleines pour l'observation. D'une ressource à exploiter, on passe à un trésor vivant à admirer. Quelle métamorphose! Et cet héritage de la balénation, il reste présent. Oh oui, il est partout. Dans la langue avec certains mots spécifiques, dans les chants traditionnels, dans l'artisanat avec les scrimshaws. Il y a des musées dédiés très bien faits, au Pico et à Madère, qui conservent cette mémoire. Même les noms de lieux parfois. Bien sûr, Balial, près de Péniche, Atuguia da Balia, l'âge de Pico, Canissal, tous ces noms témoignent de cette histoire. C'est un héritage complexe, fait de courage, d'ingéniosité humaine face à des forces incroyables, mais aussi marqué par une époque d'exploitation intense et ses conséquences écologiques. C'est vrai. Pour résumer, on est passé d'une découverte un peu fortuite à une industrie organisée, puis un déclin lié à l'économie et à l'écologie, pour finir sur cette renaissance étonnante autour de l'observation. Toute la relation entre les Portugais et les baleines a été redéfinie. C'est une excellente synthèse. La mer a été le témoin de tout ça. L'histoire de la balénation, au fond, elle nous rappelle peut-être les limites de l'exploitation des ressources naturelles. Et puis, l'importance croissante de la préservation. Une leçon d'histoire et d'écologie en quelque sorte? Oui. Et la question qui reste, c'est peut-être comment on transmet aujourd'hui la mémoire de cette époque. Une époque où l'homme défiait les géants des mers. Tout en continuant à construire notre relation future avec l'océan. Cet océan vital. C'est une belle matière à réflexion, je trouve.